Alors en fait, je vais faire le lien avec une partie que j'avais laissée de côté tout à l'heure par rapport à la première phase qui concernait donc la lutte contre le ruissellement, l'infiltration, mais faire la jonction avec donc le rôle découvert et notamment la partie racinaire dont peu de personnes ne parlent. Alors en fait ici vous avez une image que m'avait envoyée Yves Gosselin donc du groupe APA dans lequel est aussi Jean Tasio. Donc il y a un certain nombre d'agriculteurs qui ont plus de 20 années de recul. Enfin quand je dis 20, c'est peut-être 25 maintenant, parce que ça fait déjà un moment que je dis 20. Et en fait, il y a un certain nombre de travaux qui sont faits par ailleurs par des chercheurs. Et en fait, je crois que la chose très importante qui vient d'être publiée, alors ça a commencé à être publié ici dans les années 2012, c'est qu'en fait, les chercheurs ont reconstitué du sol labouré, c'est-à-dire à la photo de gauche, sur une épaisseur de sol importante. Ils ont mis des plantes à pousser et ont comparé avec ce qui se passait sur du sol qui n'était pas mélangé, donc sous-entendu par le labour et la herse rotative. Et en fait, ils sont aperçus que les racines que l'on retrouve dans le sol de façon très profonde, alors ici en provenance des couverts, eh bien en fait, les racines que l'on trouve entre 1,50 m et 2 mètres ne peuvent provenir que du passage des racines dans des fissures d'anciennes galeries, donc la porosité ici, roue de porc, porosité racinaire, ou la porosité donc des worm pores, des vers de terre, ou la porosité mixte où les racines empruntent les racines de galeries de vers de terre et les vers de terre aussi, hein. Donc en fait c'est quelque chose d'important parce que en fait ce qui se passe ici sur la gauche c'est le schéma des sols labourés, hein, émiettés de façon annuelle. Et en fait dans ces sols eh bien, la porosité d'origine est détruite, hein. Donc le gain de porosité que l'on trouve sur la lutte contre l'érosion est partiellement détruite et notamment on sait que le taux d'infiltration dans les sols limoneux est très faible. Et en fait, cette configuration de stabilité structurale lorsque le sol n'est plus travaillé du tout, donc c'est des configurations de semoir à disque, hein, uniquement. Si vous prenez un semoir à dents de semi-direct type Horsch, évidemment, il va conduire en TCS, hein, donc toutes les autres situations, que ce soit labour ou TCS, en fait, vont conduire à une situation où on enlève la porosité d'origine en fonction de la profondeur du sol qui est travaillé annuellement. Donc soit une fois, soit deux fois, une fois pour les cultures principales, deux fois pour les cultures intermédiaires. Et donc ce qui se passe ici, c'est un radis qui est très petit, hein, mais donc ce que vous voyez, c'est qu'en fait un radis qui est très petit, avec une racine qui fait déjà 80 cm, et en fait cette racine n'a pu atteindre cette taille que parce qu'elle a déjà emprunté soit un système de racines, enfin de porosité racinaire, ou soit une galerie de vers de terre. Donc il faut comprendre par là que l'agriculture de conservation, les effets principaux de l'agriculture de conservation sont liés en fait à cette dynamique d'enracinement qui est totalement différente des systèmes labourés et qui explique pourquoi les plantes échappent très rapidement au stress hydrique, parce qu'il a été dit, hein, qu'on pouvait éviter l'irrigation, que le taux de rétention en eau du sol était plus important, mais aussi parce que une racine principale s'enfonce dans le sol et la ramification secondaire se fait par la suite. Alors que dans un système d'enracinement, dans un sol qui est remanié, eh bien, le front de prospection racinaire progresse, donc les racines principales, secondaires et tertiaires progressent en même temps vers la profondeur. Donc on a ce gain qui vaut donc à la fois pour la croissance des couverts et aussi pour la croissance donc des systèmes de culture principale. Et donc ici, on voit bien la relation qui existe entre la quantité de racines, ici le maïs qui est très sensible au tassement, et la quantité de racines que l'on verra par la suite sur l'autre partie cet après-midi, sur la fertilité minérale ou organique. Eh bien, évidemment, plus on a de racines, plus on a de surface d'échange
plus une plante est capable d'aller chercher un élément minéral à l'état dilué de 10 fois, 20 fois, 50 fois, de façon quasi proportionnelle à l'enracinement. Donc ça, c'est ce que je vous montrais sur l'indicateur, hein, j'avais répondu à la question. Hein. Bien être vigilant qu'on n'a pas, sur 12 années écoulées, hein, une stagnation de la teneur en matière organique dans l'horizon 20-30 quand on ne travaille plus le sol, est due tout simplement à une couche de compaction plus superficielle qui n'avait pas été gérée. Ici, vous avez en strong soil, en sol compacté, la moyenne de croissance sur 10 jours de croissance exprimée en millimètres, de l'ordre de 3 à 7 mm sur 10 jours, alors que dans un sol non compacté, eh bien, on est de l'ordre de 100 mm. Donc ça veut dire que le tassement du sol a induit une diminution de la vitesse de la croissance racinaire de 95%, ce qui est absolument énorme. Hein. Ce qui veut dire qu'en un mois, ici, dans un sol non compacté, une racine arrive en pleine vitesse de croissance, donc au moment où elle pousse le plus, au printemps, hein, fait une trentaine de centimètres, hein, d'accord, c'est-à-dire l'épaisseur d'un labour, alors que ici, eh bien, on est de l'ordre de quelques millimètres. Alors il va de soi que l'implantation d'un couvert et sa réussite, hein, est aussi liée initialement à ce statut de tassement du sol. Alors en fait, le lien qui existe entre la destruction du couvert, ici le couvert qui a été broyé, comme tu le disais tout à l'heure, en fait la destruction elle est liée aussi au choix du couvert initial. Et moi en ce qui me concerne, dans les couverts, je développe rarement de graminées, pour les questions qui ont été soulevées, c'est-à-dire que les plateaux de talage des graminées sont des centres de concentration en matière organique très difficiles à dégrader, qui posent des soucis aux semis et qui posent aussi des soucis sur probablement des micro-habitats pour des scutigérelles ou des insectes. Donc il faut être très vigilant aux graminées avant betteraves ou des choses de ce type-là. Et sachant que donc une dicotylédone, quand elle est montée, hein, si elle est bien choisie par rapport, alors c'était une autre difficulté sur la notion de précocité des couverts qui a été signalée hein, par Solanco, une dicotylédone, quand elle est montée et broyée, en principe ne repousse pas. Quand la tige est en train de monter, la dicotylédone ne repousse pas si vous la broyez donc avec un broyeur standard. Donc effectivement, le broyeur est tout à fait adapté pour des dicotylédones qui sont montées, hein, c'est-à-dire qui sont en phase de floraison, qui vont, comme le blé, hein, et au stade talage végétatif, qui ont passé le stade végétatif. Alors ça évidemment c'est quelque chose qui manque à l'heure actuelle, la typologie, ce qu'on appelle la typologie des variétés, la précocité et donc l'alternativité par exemple d'une variété de radis, tout simplement, hein, au même titre que l'alternativité d'une variété de blé. Les agriculteurs savent s'ils sèment du blé trésivert ou du blé alternatif, mais le problème des couverts, c'est que les espèces, il n'y a quasiment aucune typologie qui est faite par les obtenteurs. Il y a aussi les problèmes des importations, donc là, on pourrait dire qu'une vache a du mal à retrouver son veau, hein, tellement c'est la jungle dans le commerce des couverts végétaux, mais il faut effectivement essayer de veiller premièrement, à répéter, à noter les variétés. Hein, et quand on a une variété qui fonctionne pour un agriculteur, eh bien, il faut qu'il essaie l'année d'après de ressemer la même. Hein, parce que parfois, il se dit, ah bah, cette année, ça a marché, l'année d'après, ça n'a pas marché. Mais parfois, c'est tout simplement parce qu'il pense espèce, alors que d'une année sur l'autre, son fournisseur lui a donné deux variétés différentes d'une espèce de couvert. Alors, le mélange des espèces, pour moi, c'est pour éviter les problèmes d'azote et pour répondre à la question de la restructuration des sols. Basiquement, c'est 70% de légumineuses exprimées en termes de nombre de pieds levés par rapport aux non-légumineuses, tout simplement parce que généralement les non-légumineuses, si on en met trop, elles poussent plus vite. Et donc elles étouffent notamment les petites graines ici du trèfle d'Alexandrie. Alors, je dirais que pour le couvert et pour la destruction, bien entendu, il faut déjà que l'agriculteur sache réussir un couvert dense, hein,
tous les ans, ce qui n'est pas forcément évident hein, quand on a mis en place la plateforme dont on parlait avec le groupe Bondouin. Là-bas, au début, on avait des soucis techniques, et puis je crois que Guillaume et Pascal s'y sont frottés cette année et ont bien vu que, y compris même en mettant du radis, qui en principe lève très facilement, ont eu des soucis puisqu'il y avait à peu près la moitié des plantes germées. Donc il y a effectivement... Ah. Bon, alors j'ajouterai rien. Non, donc c'est parce que ça a été semé au compile, c'est ça. Bon. Mais donc effectivement se pose le problème à chaque fois de vérifier quand on a ce type de situation. L'agriculteur se pose la question, est-ce que c'est mon implantation, mon type de semoir ou ma technique utilisée qui est mauvaise, ou est-ce qu'il y avait 50% de facultés germinatives dans le lot, évidemment. Hein. Donc ça, c'est évidemment une contrainte à l'heure actuelle sur la qualité des couverts, et quasiment de façon régulière, tous les agriculteurs se posent la question quand ils ont un échec de semis. Et donc moi, c'est pourquoi la sécurisation de l'implantation des couverts, alors dont on a parlé dans la phase de 0 à 5 ans, c'est quelque chose qui est ultra prioritaire. Et donc moi, mon thème, alors vous avez compris par ailleurs l'intérêt des hautes densités sur l'aspect CO2, dont je vous ai parlé sur la photosynthèse, c'est-à-dire que quand on augmente la densité, le couvert qui est ici, c'est un couvert qui est fait entre deux blés. Alors comme je suis double actif, j'ai simplifié, il ne fallait pas le faire, hein, mais c'était pour avoir un tout petit peu de vacances, donc ça je ne devrais pas le dire. Donc j'ai fait un système qui était blé, couvert, blé, couvert, blé, pour pouvoir prendre un petit peu de vacances par rapport aux rotations longues que j'avais avant, puisqu'on commençait à récolter de l'orge tout début juillet, puis les février au mois de septembre, mais vu la petite surface de l'exploitation, j'ai pas eu de vacances pendant 20 ans, donc à un moment j'ai dit, bon allez, on va simplifier un petit peu, j'avais beaucoup de thésards, donc, mais ça m'a permis quand même de comprendre que si on est capable de faire pousser un couvert en 10 ou 11 semaines, entre deux blés, il va de soi qu'on est capable de le faire pousser en 3 mois en interculture longue. Hein. Donc si il est possible d'avoir des tels couverts en interculture courte, c'est uniquement par l'effet densité. C'est pas possible d'avoir une biomasse pareille si on n'a pas une densité très forte. Alors pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, le CO2, mais parce que aussi au niveau des racines, il y a un autre système qui se passe lorsque on a une densité très forte. Hein, c'est une histoire de stimulation microbienne. Hein, je vous ai parlé que la plante avait des fluides comme Félicie. Et bien en fait, le nombre de racines par volume de sol, ce système-là augmente la biomasse microbienne. Et en augmentant la biomasse microbienne, eh bien c'est un peu comme si vous avez un herbage avec 10 vaches et puis un autre avec 20 vaches. Vous avez plus de lait avec 20 vaches qu'avec 10 vaches. Donc si vous augmentez la biomasse microbienne par l'effet du couvert végétal, donc la sortie des molécules là, dont on a parlé, le sol devient plus réactif, hein, et donc vous avez une croissance, une minéralisation de la matière organique fraîche qui s'intensifie et qui s'ajoute donc à l'effet CO2 dont je vous ai parlé. Donc pour moi, le nerf de la guerre, c'est sécurisation des implantations avec une densité forte. Hein. En résumé, je pourrais dire 250 plantes par mètre carré, dont 70% de légumineuses, pour être idéal. Hein. Alors évidemment, la question du coût se pose. Agriaffaire propose des choses intéressantes, faut pas le dire, on n'a pas le droit. Se pose la question du terme de l'économie circulaire, c'est-à-dire que les groupes d'agriculteurs fabriquent chacun un peu de semences et font des échanges. Hein. C'est une autre façon aussi d'améliorer les choses. Mais je répète que c'est surtout au début, hein, dans les 4 premières années, où c'est très difficile d'avoir des couverts réussis, et ensuite, après 4-5 ans, ça va tout seul, il n'y a plus de problème, tout va très bien, Madame la Marquise. Hein. Donc c'est surtout au début qu'il faut être très vigilant sur les aspects couverts. Donc on a pu mesurer ici, vous avez du trèfle hein, qui est de la hauteur des févroles à 1,20 m. Hein. Donc évidemment, c'est pas possible d'avoir des densités et des quantités d'azote de l'ordre de 280 unités. Là, c'est encore en interculture courte. C'est pas possible d'avoir des pareilles quantités s'il n'y a pas une densité de semis. Il y a l'effet CO2 qui joue. Pour l'instant, il n'y a encore personne qui s'est occupé de l'intérêt de l'augmentation du CO2 dans les couverts très denses. Mais il va de soi que moi, je suis physiologiste au départ. Hein, je travaille sur la nutrition des cultures. Et il va de soi que si on augmente la concentration en CO2, on augmente la photosynthèse sans avoir besoin d'augmenter l'azote. Donc ensuite, eh bien, effectivement, au niveau destruction, moi je suis plutôt centré sur
sur le broyage, puisque souvent je fais des interventions avec un broyeur frontal, mais évidemment ça dépend des types de cultures. La question qui n'a pas été abordée, mais qui répondait à, alors je ne sais plus son prénom, mais c'est Soyeux tout à l'heure, la question de la destruction des couverts, et qui a été aussi abordée par le groupe Solanco, le délai, c'est aussi striptil ou pas striptil. Parce qu'évidemment, si on fait striptil, on peut tout à fait attendre pour détruire le couvert un peu plus longtemps, dans la mesure où, dans la bande où va être semée la graine, le sol est travaillé. Donc ensuite se pose la question de passer toujours au même endroit. Ça, c'est d'autres travaux qui ont été faits plutôt dans le sud, sur des essais au striptil et ailleurs, où en fait, tous les ans, les agriculteurs décalent. Alors il faut plutôt être au GPS centimétrique, mais donc il y a plutôt intérêt à passer toujours dans le même rang de semis, de façon à ce que les bandes qui ne sont pas travaillées puissent alimenter le système racinaire, et notamment les plantes cultivées au travers les mycorhizes. Donc évidemment, ça c'est des aspects très techniques, peut-être plus adaptés à des réponses à des questions. Évidemment, se pose évidemment dans ce sujet-là, ça ajoute le troisième sujet, c'est-à-dire la fertilisation minérale organique. Il va de soi que le striptil se pose la question de l'engrais localisé, et notamment dans les 4 premières années, il ne faut surtout pas hésiter à apporter de l'engrais localisé avec le striptil pour donner de l'avance à la culture par rapport donc aux bandes qui ne vont pas être travaillées. La gestion des bandes travaillées, si on a des dicotes, on peut aussi choisir des monocotylédones. C'est une façon de gérer sans glyphosate derrière, mais il faut retenir que la destruction, c'est avant tout la réussite à 100% des herbages sélectifs de la culture principale précédente. Si ça, c'est pas acquis, il faut apprendre à travailler les désherbages sélectifs. C'est pas pendant l'interculture et les couverts végétaux qu'on gère le salissement des parcelles. Il y a des travaux qui ont montré l'inverse, c'est-à-dire que dans des parcelles sales, le fait à répétition d'introduire des couverts végétaux, ça ne permet pas de gérer, au contraire, ça augmente les populations d'adventices si les parcelles sont envahies au départ, par exemple de régras résistants et de vulpins résistants, ça ne va pas disparaître par l'opération du Saint-Esprit et des couverts végétaux, il ne faut pas croire ça. Et puis donc ça, c'est les différents types de travail du sol. Donc effectivement, la technique de destruction dépend aussi de l'équipement de l'agriculteur qui suit. Mais je pense que ça, c'est plus des choses qui correspondent à des questions d'agriculteurs. Se pose également la jonction entre ici des cultures associées de trèfle et de blé pendant l'hiver. Et qui pose la question des techniques de semis sous couvert, où on garde, par exemple, quelqu'un parlait tout à l'heure derrière colza, mais derrière colza, on fait les cultures associées, c'est une technique qui a un petit peu été développée par Jérôme Labruche, d'Arvalis, culture associée de colza avec du trèfle, et on embraye avec un blé derrière. Donc il y a une multitude, effectivement, de techniques de semi-direct, et évidemment c'est quasiment du cas par cas, et ça dépend du type de sol, du choix des plantes, donc c'est difficile de donner des consignes générales. Enfin moi en termes de conseils, je ne le fais pas, parce que moi je tiens surtout compte de ce que c'est faire germer l'agriculteur. S'il sait réussir un couvert, c'est pas question de lui dire change de couvert. Les petites graines, c'est pas facile à faire germer. Et pour avoir des densités fortes, comme je parlais de 250 plantes, chacun devrait déjà vérifier dans les mélanges à 8 ou 10 espèces, quand il sème tant de kilos, la densité théorique, elle doit être de temps. Il devrait déjà prendre un cerceau de hula hoop et puis faire 5 mètres carrés et vérifier s'il a bien la densité levée par rapport à la densité théorique. Avant de parler du coût de ces couverts, il faut que, comme une culture principale, si vous semez un blé, puis il y en a que 50% qui lèvent, ça veut dire que vous avez un problème technique, purement technique. Ça ne dépend pas de la qualité du sol, rien du tout, c'est du savoir-faire. Et donc si un agriculteur ne sait pas faire germer ses couverts, on va dire à 80%, c'est ça qu'il faut travailler. C'est purement technique. Donc le coût des couverts, le coût de la réussite dans la phase de transition passe inévitablement par
par cette démarche, et donc collectivement c'est facile, hein, je pense c'est relativement facile de faire ces comptages-là.